Personne ne devrait se retrouver démuni face à ses enfants. Et pourtant, nous avons tous des difficultés, souvent les mêmes d'ailleurs. Et quand on commence à se dévoiler, on se rend vite compte de l'ampleur que ça prend et du réconfort qui en ressort. Je suis Nadia, accompagnatrice parentale, thérapeute et double maman, et aussi la créatrice de ce podcast. J'ai à cœur de vous aider à retrouver des temps familiaux, de qualité et durables à travers mes ateliers de parents et mes séances de PNL. Ça résonne en vous ? Alors vous avez la possibilité de réserver un appel découverte via mon site et on discutera ensemble de comment on peut travailler. Bienvenue et bonne écoute. L'inceste, c'est un fléau réel qui touche aujourd'hui un enfant par classe. Une statistique qui nous raccroche à la réalité qu'on ne voit pas. Parce que cette réalité, on n'en parle pas. On la masque et on ne croit pas les victimes qui en parlent. Il faut que ça change. Les langues se délient et c'est une bonne chose. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour voir ces agresseurs condamnés, pour encadrer les victimes et surtout pour prévenir un maximum ces horreurs. Mais en France, on a des fardeaux à porter et des blessures judiciaires à soigner. Alors ça avance, lentement. Dans cet épisode, je reçois Sam, autrice et illustratrice, qui a sorti sa première BD, C'est mon petit doigt qui me l'a dit, sur son histoire personnelle. Une histoire d'inceste donc, mais surtout de reconstruction après un tel traumatisme, de reconnaissance pour ce mal qui reste en nous, et de bonheur enfin trouvé. Sam, elle apporte sa pierre à l'édifice, son aide aux victimes, et enfin sa bienveillance à travers cette jolie BD à rajouter dans toutes les bibliothèques. Ok, peut-être que tu peux commencer par te présenter. Je m'appelle Sam, j'ai 40 ans. Je suis autrice, illustratrice depuis 2 ans et demi. Et ma première BD est sortie cette semaine en janvier 2022. Voilà, je ne sais pas si ça suffit. Tu es à plein temps maintenant dans ton métier d'autrice illustratrice ? Non, malheureusement, pas encore. Je suis aussi assistante de gestion à plein temps. Donc en fait, je fais plutôt 2 plein temps, voilà, chaque jour. Ok, je comprends. Et tu as un fils ? Oui, tout à fait, un grand-fils de 16 ans, bientôt 17 d'ailleurs. D'accord. Et vous vivez avec ton conjoint près de Lyon, c'est ça ? Oui, avec mon conjoint, on habite près de Lyon, on a acheté une maison et du coup on vit avec tous les trois avec mon fils et nos 2 chats. Ok, super. Donc, ta BD, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, c'est ta première création. Comment tu t'es sentie pendant l'élaboration et au moment de sa sortie ? Ça a été très compliqué. Alors, ça fait des années et des années que j'y pense à cette BD. Quasiment depuis la fin du procès, en fait, que j'ai dans l'idée de faire cette BD, mais ça prend beaucoup de temps mental et j'avais besoin aussi d'un grand break pour aller juste bien, en fait. Et puis, une fois qu'on s'était installé avec mon chéri, une fois qu'avec mon fils, ça roulait, que tout allait bien, à un moment donné, je me suis posée. Le dessin a pris de plus en plus de place dans ma vie. J'ai fait mon statut d'artiste-auteur et du coup, ça a semblé être une évidence. Et tout dans ma tête s'est imbriqué pour pouvoir sortir la BD. Les maisons d'édition m'ont suivi, donc ça a été super bien. Après, quand j'ai commencé à la faire, comme j'ai posté sur les réseaux sociaux, j'ai eu énormément d'encouragement du public. Donc ça m'a vraiment porté, donc c'était super chouette. Et quand j'ai commencé à taper dedans et que j'avais signé avec la maison d'édition, là, ça a été vraiment très compliqué. Chaque page a été très difficile à vivre et en même temps, à chaque page finie, c'est comme si elle s'envolait après quoi. Enfin, c'était assez bizarre, donc assez douloureux et en même temps, ça me faisait du bien d'avancer et quand je l'ai eu terminé, c'était vraiment un grand, grand soulagement.
Ouais. Tu avais l'impression de te replonger dans les événements, de revivre certaines émotions, sensations, et puis après, de classer ces pages, en fait. Oui, c'était exactement ça. Les revivre comme sur le moment, et puis ensuite, voilà, ouais, de pouvoir tourner la page. Donc très intense et vraiment, ça a été 2, 3 mois très, très compliqués à vivre. D'accord. Et au moment de sa sortie, donc c'était la semaine dernière, est-ce que tu avais des appréhensions, des peurs ou peur de certaines réactions? Oui, c'est toujours, et ça, je pense que c'est inhérent à n'importe quelle BD, l'appréhension, c'est-à-dire qu'on l'a gardé, voilà, on l'a préparé, on l'a dessiné, on l'a choyé, et tout était sous contrôle, sous notre contrôle, sous mon contrôle en tout cas. Et, la laisser vivre sa propre vie avec, voilà, les gens vont avoir des retours, vont avoir du ressenti par rapport à ça. Et ça a été très stressant. Ça l'est encore beaucoup d'ailleurs. D'accord, Mm. je comprends. Euh, Au niveau de la BD en elle-même, est-ce que t'as respecté les événements de ta propre vie ou tu as romancé un petit peu? Est-ce que chaque chose, on peut les prendre comme des événements qui se sont vraiment passés pour toi? Oui, tout est vraiment comme dans mon souvenir. Alors, bien visiblement, c'est forcément partiel, c'est mon point de vue, mon ressenti à moi. Oui. Si on demande à d'autres personnes qui étaient là présentes, peut-être qu'elles ne vivraient pas, qu'elles n'ont pas vécu de la même façon, mais moi, c'était vraiment comme moi je l'ai vécu. Voilà. Ok. Alors moi, je voudrais me concentrer sur le thème quand même principal qui est l'inceste, qui est quand même un fléau dont on parle de plus en plus, mais qui est très important puisqu'on voit que les langues se délient et du coup, les stats augmentent. Aujourd'hui, j'ai regardé les sondages juste avant, on est à 10% de Français qui sont concernés en 2020. C'est énorme. Ouais. Avant, il y a 10 ans, on était à 3%. Alors, c'est pas qu'il y a une hausse des malfaits, des agresseurs, mais c'est que plutôt les personnes, les victimes en parlent. Et Mm. donc ça, enfin, je trouve que c'est un bon point. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce chiffre, de ces 10% par rapport à la population française? C'est à la fois très, très, très flippant d'avoir ce nombre. Alors, je suis étonnée et très surprise, en fait. En même temps, comme les gens en parlent très peu, c'est pas du tout un sujet qu'on aborde, ni avec ses amis, et j'ai pu le voir même parfois peu avec ses conjoints, pas trop avec ses enfants. C'est un sujet qu'on garde vraiment pour soi, ce qui est dommage, mais c'est souvent le cas. Donc, c'est très étonnant parce que, mais en même temps, à chaque fois que moi j'en ai parlé, à chaque fois les personnes m'ont toujours dit soit ça m'est arrivé, soit c'est arrivé à ma sœur, soit c'est arrivé à une copine, soit c'est arrivé à. Et tout le monde connaît quelqu'un à qui c'est arrivé. Donc je suis pas étonnée et en même temps, c'est l'humain est horrible de faire ça. Enfin, c'est incompréhensible. Oui. Ouais, t'es pas étonné vis-à-vis de ton expérience, mais quand même vis-à-vis de l'acte en lui-même, Mm. c'est juste impensable, quoi. Oui, Et on impensable. parle aussi de un enfant par classe, enfin une petite fille par classe aujourd'hui qui serait touchée par l'inceste. Mm. Ça fait encore, enfin personnellement, ça me fait encore plus froid dans le dos. Comment tu vois ça, toi? C'est une, ça permet quand on dit ça, ça permet d'être vraiment percutant. Et parce que on connaît tous un enfant de 10 ans et on se dit, ben, dans sa classe, il y a quelqu'un qui est concerné et ça permet de rapprocher un petit peu ce fléau à chaque personne, en fait. Et, et quand j'y pense, enfin, moi, je pense que j'étais pas forcément toute seule dans mes classes à chaque fois à vivre ça et c'est assez terrible.
Oui. C'est vrai on voyait dans une partie de ta BD où tu en parlais justement à tes copines Mm. de l'époque, c'était peut-être les seules personnes à te croire ou en tout cas à ne pas exprimer d'opposition vis-à-vis de ce que tu disais. Et Mm. comment tu as vécu ce soutien, toi? C'est, c'est un peu compliqué. À la fois, c'est bien de pouvoir en parler, et à la fois, à partir du moment où il n'y a pas derrière d'action, ça soulage sur le moment, mais en fait, ça aide pas vraiment. J'essaye d'expliquer souvent aux parents qui viennent me demander, mais comment on fait, etc. Euh, je pense que c'est important d'expliquer aux enfants que un secret qu'un copain vient te dire, euh, un secret de ce type, c'est important d'en parler en fait. Donc, bien expliquer qu'il y a des secrets. J'ai entendu ça quelque part. Un secret qui rend joyeux, on peut le garder pour une surprise. Mais un secret qui rend triste ou qui est synonyme de douleur, à ce moment-là, il faut vraiment le partager. Et et il y a, enfin, les enfants à qui c'est arrivé, ils en parlent. Ils en parlent et souvent c'est voilà, c'est aux parents, c'est à des adultes qui ne comprennent pas. Peut-être que l'issue de tout ça, c'est peut-être aussi de d'en parler quand ils en parlent à leurs copains. Si eux en parlent eux-mêmes à leurs parents, ben ça peut peut-être débloquer les choses, quoi. Ouais. Il suffit d'une étincelle au final pour que l'enfant se C'est sente déjà écouté et puis peut-être un petit peu mieux. c'est quand je vois dans mon parcours finalement le nombre de personnes qui auraient pu faire quelque chose, c'est assez impensable en fait. Il y a une succession de personnes qui étaient au courant, qui auraient pu faire quelque chose et qui n'ont rien fait en fait. C'est ça qui est tragique. Alors qu'une enseignante ou un enseignant qui peut avoir un œil un peu aguerri, un copain qui en parle, ça peut tout changer, quoi. Mm. Bah, justement, je voulais te questionner là-dessus parce que à un moment, tu parles aussi de ta belle-sœur, enfin, une des filles de ton agresseur, Mm. qui est elle-même victime. Est-ce que tu as pu en parler avec cette femme aujourd'hui? Est-ce que au moment du procès, comment elle s'est positionnée? Est-ce qu'elle-même, elle a euh, parlé de ce qui lui est arrivé aussi? Alors moi, je sais pas du tout ce qui s'est passé pour elle. Euh, et je sais pas du tout vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que peut-être qu'il s'est rien passé du tout. Et moi, je peux pas, voilà, je veux pas du tout me positionner. Euh, Moi, mon ressenti, vraiment, je sais pas. Voilà ce qui s'est passé pour elle. Je sais juste que, voilà, comme le lendemain, elle m'en a voulu. Et voilà, elle m'a dit que je l'avais laissé tomber. Mais bon, je je suis pas très à l'aise avec ça. J'ai pas du tout envie de parler à sa place. Je sais juste que quand moi j'ai porté plainte, elle m'a téléphoné et quand j'ai essayé de lui parler de ce moment-là, elle avait occulté la scène. Voilà, elle m'a dit que je fabulais et que voilà, que son père avait toujours été là pour moi et qu'elle comprenait pas du tout pourquoi je portais plainte et pourquoi je mentais sur toute la ligne, quoi. D'accord. Ok. Je voudrais revenir sur la réaction de ta maman. Dans cette BD, il y a quand même une pointe de tristesse, c'est de voir qu'au final, tu n'as plus de contact avec elle. Et donc, bah, je voulais savoir, toi, comment tu t'interprétais son... Est-ce que, peut-être qu'elle te l'a expliqué, mais comment t'interprétais le fait qu'elle ne t'a pas soutenu? Est-ce que tu penses que c'est d'un côté qu'elle veuille se préserver pour pouvoir continuer sa vie avec un compagnon, ou est-ce qu'elle ne t'a pas cru toi? Comment tu vois les choses? Quand j'ai commencé à me renseigner sur l'inceste, à chercher des gens à qui c'était arrivé, à regarder sur Internet les témoignages, j'ai été vraiment frappée par le nombre de mères qui ne croyaient pas leur enfant. Et, euh, et de fil en aiguille, enfin, c'était une proportion qui était
tellement énorme. Alors, les mères croient leurs enfants qu'à partir du moment où elles sont divorcées du papa, et à partir du moment où elles sont toujours avec, il y a extrêmement peu de mères qui croient leur enfant. Et en m'y intéressant un peu sur le sujet et en écoutant des podcasts, les études montrent qu'en fait, le cerveau est fait de telle façon que les mères ne peuvent pas croire en fait les enfants. Ça remet en cause tellement de choses invraisemblables, enfin tellement de c'est un pilier tellement énorme qui tomberait que en fait c'est pas possible. Le cerveau fait un blocage en fait. D'accord. Alors ça explique pas, ça justifie pas, Ouais, ça mais en remettrait tout en cause l'homme qu'elle a choisi, ça remettrait en cause peut-être sa propre attirance vis-à-vis de cet homme. Enfin, oui, c'est vrai, cas je comprends ça. c'est tout qui s'écroulerait en fait. Toute sa Oui. vie s'écroulerait si jamais elle acceptait cette vérité-là. Et au final, ce qui est le plus simple, c'est juste de dire, bah en fait, elle a menti. Ça lui permet de pouvoir continuer sa vie et de le vivre bien, quoi. Ça justifie tout et ça remet rien en cause. Mhm. Après, vu la relation que tu avais toi-même avec ta mère, qui est quand même, enfin, tu décrivais une relation très très proche, vous racontiez tout, vous appeliez quasiment tous les jours. Ça doit lui faire un vide aussi quelque part de plus avoir cela. Euh, Je pense, oui, parce qu'on était effectivement, enfin, on était vraiment très très proches, trop proches probablement. Enfin, on avait plutôt une relation de copine, etc. Après, quand on est petite fille, c'est valorisant, etc. Mais avec le recul, c'était peut-être une relation qui était peut-être un peu malsaine depuis le départ, en fait. Mais je pense que ça lui manque, je pense qu'elle m'aime, je pense que tout ça, mais à un moment donné, voilà, elle a fait ses choix et moi j'ai fait le choix de moi. Donc voilà, je pouvais plus continuer à m'effacer, quoi. je comprends. Donc, Alors, si j'avais une petite question vis-à-vis de ton frère, parce que après tu n'en parles pas, enfin, c'est ton demi-frère, parce qu'après tu n'en parles plus dans la BD. Est-ce que tu as toujours contact avec lui? Parce que tu disais aussi que tu avais plutôt une bonne relation avec lui, que tu aimais bien jouer avec lui. Comment ça se passe aujourd'hui? et ben en fait, on s'est suivi. Enfin, voilà, moi j'ai toujours été proche de lui jusqu'à ce qu'il ait environ 14 ans. Un peu après que je quitte la maison, en fait. Et quand j'ai porté plainte, ça a été très très dur à vivre pour moi et j'avais pas très envie de le mettre en porte-à-faux. J'avais pas envie qu'il ait à choisir parce au final c'est un peu ça quoi. C'est-à-dire que c'est l'un, enfin, faut choisir son camp et puis il vivait encore avec eux et entendre, à mon avis, tout le monde lui répéter que j'étais une menteuse, ça, voilà, ça a pas dû aider. On a quelques relations. On s'envoie un message ou deux par an. On s'est pas revu depuis super longtemps. Moi, je l'ai revu un petit peu, mais juste le temps d'un café ou quoi. Donc après, j'ai quelques relations par personne interposée parce que mon fils, lui, voit son oncle et il me dit que tout va bien. De temps en temps, on se fait un petit cadeau par message interposé. Et puis voilà, mais il me manque beaucoup, c'est sûr. On était hyper proches et en même temps, c'est aussi un peu pour me protéger moi. J'ai peur qu'il me pose des questions, j'ai peur. La BD, c'est aussi un peu pour ça. C'est un peu pour, bah voilà, mon histoire, si tu la veux, elle est là. Mm. Euh, je vais pas, par contre, lui envoyer ou lui imposer, mais mon histoire, c'est aussi un peu son histoire. Quelque part, ça tourne aussi autour de lui, donc s'il veut des réponses, au moins il les aura, quoi. Ouais, je comprends. Alors oui, au moment où on devient mère, en général, il y a plein de choses qui ressurgissent.
Je sais que toi, bah, oui, ça a été compliqué vis-à-vis de l'hémorragie que tu as fait, mais est-ce qu'à un moment donné, tu as ressenti l'angoisse que tu matérialises sous forme d'un gribouillage dans ta BD? Est-ce que cette angoisse, elle s'est intensifiée, elle a pris plus de place en devenant mère? Est-ce que tu as ressenti quelque chose comme ça, un chamboulement? Euh, alors moi, depuis que j'étais toute petite, j'avais envie d'avoir une petite fille. Parce que quand j'étais petite, j'avais envie de reconstruire la même relation que j'avais avec ma mère, moi avec une petite fille, quoi. Et puis au fur et à mesure où j'ai grandi, puis il m'est arrivé ce qui m'est arrivé avec l'inceste. Quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, euh, finalement, un garçon, ce serait mieux, en fait. Euh, et il se trouve que j'ai eu un petit garçon, et ce qui est en fait totalement bête, parce qu'un garçon, il peut lui arriver les mêmes choses qu'à une fille. C'est vraiment juste dans l'inconscient collectif. Mais Mhm. donc, je me suis dit que ce serait plus facile d'élever une fille. Donc, d'élever un garçon, et c'est pour ça que j'étais un peu soulagée quand j'ai vu que c'était un garçon. Et en même temps, avec l'hémorragie qui m'est arrivée, avec tout le chamboulement, les angoisses sont pas revenues tout de suite. En fait, j'ai mis pas mal de parades, j'ai mis pas mal de... Dans la BD, à un moment, je dis, alors, et toi, psychologiquement, comment tu te sens? En fait, je me posais pas la question, c'est-à-dire qu'il fallait avancer, il fallait au jour le jour, il fallait s'occuper de son bébé. Et je me permettais pas de réfléchir à tout ça. Mhm. Et quand il a eu 1 an, tout est revenu vraiment énormément tout est revenu, tout est remonté. Et là, je me suis dit, waouh, c'est chaud. J'avais tout mis un peu sous le tapis et quand c'est revenu, ça a été hyper compliqué à vivre. J'avais plus de vie, quoi. Enfin, j'étais plus moi, j'avais plus rien et j'étais toujours en quête de bonheur et je voyais que je pataugeais dans la semoule, quoi. Ouais. Donc, il m'a fallu quelques mois, il m'a fallu presque 2 ans encore pour me sortir un peu de tout ça et d'essayer de reconstruire ma vie à moi, quoi. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui faisait que tu n'avais, enfin, comment tu savais que ce bonheur, t'arriverais pas à l'atteindre? À quel moment tu t'es dit, il faut que j'aille classer cette affaire-là de l'inceste pour atteindre le bonheur? Je pense que c'est quand j'ai vu ma psy, c'est-à-dire que moi j'étais toujours en quête de bonheur, je disais allez on va faire ça, on va faire ça. Et en fait cette histoire de mon enfance, à chaque fois que j'en ai parlé, à chaque fois on m'a dit c'est rien, oublie ça. Même mon conjoint de l'époque m'a dit ah mais il faut tourner la page, c'est bon. Donc en fait pour moi c'était vraiment une petite histoire, c'est vraiment un petit truc. Et la première fois où je vais chez la psy, donc je lui raconte mon accouchement et je pense que c'est à ce moment-là, je pense vraiment que c'est ça qui me pose problème et c'est ça qui m'empêche d'avancer. Donc je lui raconte tout ça et vraiment, je prends du temps, les détails, tout ça, machin. Et 5 minutes avant, je lui dis, ah, au fait, il s'est passé ce petit truc là quand j'étais petite, peut-être que au hasard. Et là, dans son regard, j'ai compris quoi. Et c'était la première fois quoi. Ouais, je comprends. Et c'était vraiment hyper important parce que il y avait une reconnaissance que j'avais jamais eue et c'était vraiment à la hauteur de ce que je ressentais en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un tel décalage entre ce que moi je ressentais et ce qu'on me disait qu'il y avait. Enfin, ça pouvait pas marcher, quoi. Je boitais, forcément, parce que ce décalage-là, il était trop énorme. Et à un moment donné, dans son regard, tout s'est remis en place, quoi. Et, euh, et je suis ressortie et juste, elle m'a dit, en fait, stop, on va bosser là-dessus, parce que c'est ça le problème. Et, euh, et on va se revoir la semaine prochaine. Et d'ailleurs, je lui ai dit, bah, en fait, je peux pas parce que j'ai pas les moyens. Et elle m'a dit, mais en fait, combien vous pouvez mettre? Et on se débrouille. Et vous revenez. Et moi, je veux vous voir toutes les semaines et on se débrouillera parce que ça va pas, quoi. Ouais. Et vraiment, elle m'a sauvé la vie. Vraiment. Ouais, c'est super ce qu'elle a fait. T'es tombée sur une très bonne personne. Et
Donc cette reconnaissance que tu as vue dans ses yeux à ce moment-là, quand tu lui racontes, qu'est-ce que ça a fait en toi? Quel sentiment ça t'a procuré? Un soulagement énorme en fait. J'ai pu souffler, j'ai pu dire, ok, c'est normal en fait. Ce que je ressens, c'est normal. Je suis pas folle, je suis pas anormale. C'est pas moi le problème en fait. C'est ce qui m'est arrivé. C'est la personne qui m'a fait ça et c'est pas moi. Et quand on pense pendant 25 ans que c'est nous le problème, c'est compliqué quoi. Mm. Et là, la dernière, comme un pulse, et d'un seul coup, tu vois toute l'image et tu fais ah ben voilà, ok, enfin, voilà. Ok. Et cette reconnaissance ultime, tu l'as aussi quand après, il y a le verdict du procès. Mm. Comment tu t'es sentie là, à ce moment-là? Alors le verdict du procès, c'est vrai que ça a été un moment important, mais ce qui était important pour moi vraiment, c'était surtout de porter plainte. J'avais besoin qu'il y ait un dossier avec mon nom, avec son nom, et qui est tout indiqué, que j'ai Quelle que pu soit raconter mon l'issue, tu histoire. voulais que ce soit écrit. C'est ça. J'avais vraiment besoin que ce soit écrit et que ce soit disponible et que si un jour il se passe quoi que ce soit, ben, ce soit marqué en fait. Mhm. C'est là, c'est quelque part. Et ça, c'était hyper important. Et l'issue du procès, euh, moi, je pensais que ce serait prescrit. Parce que, bon, avec tout ce qu'on voit, avec la justice, etc., je pensais même pas qu'il y aurait un procès, je pensais même pas qu'il y aurait une audience. Alors, j'ai été contente qu'il y ait une audience, parce que j'ai pu raconter mon histoire de vive voix, avec lui, avec ma mère. Ça a été extrêmement difficile, probablement le moment le plus dur de ma vie, mais c'était nécessaire. Et le verdict, j'ai été vraiment, ça a été une énorme reconnaissance. Et en même temps, 2 heures plus tard, j'ai su qu'il avait fait appel. Donc, ça a été de courte durée. Parce que faire appel, pour moi, ça voulait dire repartir dans l'horreur de préparer l'audience. L'audience, c'est le point culminant, mais les mois d'avant, c'était mais horrible, horrible, horrible. Je sais même pas, avec le recul, je sais même pas comment j'ai fait quoi, pour mettre un pied devant l'autre, quoi. Ouais. Et t'as peut-être un courage qui t'est revenu vis-à-vis de la petite Sam aussi. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé justement à le faire, cet acte de porter plainte et de s'engager là-dedans, sachant que, enfin, je ne sais pas si tu en avais déjà conscience à ce moment-là, mais qu'il pouvait y avoir une issue où tu ne pourrais plus, enfin, que tu allais péter la famille en quelque sorte, que tu ne pourrais plus, que ta mère te parlerait plus, ou je ne sais pas. Tu avais conscience de tout cela? Non. Alors, avec le recul, si, peut-être inconsciemment. En fait, je faisais vraiment. C'est-à-dire que porter plainte comme ça, c'était difficile de voir tout le trajet encore à parcourir. Je voyais que la prochaine chose à faire qui semblait faisable. Donc, j'imaginais pas est-ce que ma mère va me soutenir, est-ce qu'elle va pas se soutenir. Je me disais, pour toi, pour toi-même, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que ça te semble juste de porter plainte? Oui, ça te semble juste de porter plainte. Ok. Donc, petit 1, tu vas avoir une asso qui gère ça. Donc ça me semblait faisable. J'y suis allée, j'avais écrit tout mon résumé de ce qui s'est passé. Et la personne m'a dit, bon, est-ce que vous voulez qu'on voit un avocat pour avoir son avis? Et ça me semblait OK de répondre. Donc j'ai dit oui, ça me semble OK, ça me semble bien. Et après, j'ai eu un premier rendez-vous avec l'avocate qui a dit, OK, on peut porter plainte. Moi, j'envoie juste une lettre avec le résumé des faits. J'envoie ça au procureur. Et voilà, vous aurez porté plainte. Ça vous semble OK? Ça me semble OK. Et on avance. Et au fur et à mesure, comme ça, je pouvais pas me poser la question de savoir si j'allais péter la famille, si... À chaque fois, je me posais la question,
est-ce que c'est bon pour moi ce que je suis en train de faire là? Et est-ce que je suis capable d'aller sur la prochaine marche? Et à chaque fois, la réponse, elle était oui. Donc D'accord. j'avançais. Ça, c'est un travail que tu as dû faire aussi avec ta thérapeute, de te poser les questions comme ça, sous cet angle-là, pour avancer dans ton combat. Oui. Ah oui, oui, Ouais. complètement. On était vraiment en phase toutes les deux pour parce que de toute façon, sinon, c'est pas possible, quoi. Donc j'aurais pas pu aller au bout sinon. Ouais. Et alors, justement, quand tu as les différents coups de fil de ta famille, une fois que tu t'as porté plainte, qui te traitent de menteuse, tout ça, quel avis elles ont maintenant, une fois que maintenant que les deux process sont terminés? J'ai toujours pas de nouvelles de personne. Donc sur le moment, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Et en même temps, voilà, je m'étais préparée et puis c'était que dans la continuité de ce que j'avais vécu finalement. Mhm. Donc j'avais mon fils, j'avais ma thérapeute, j'avais des amis qui me soutenaient et surtout, ben, j'étais au clair avec moi-même. Moi, je savais que c'était vrai. J'avais besoin que de ça. Ensuite, ben, j'ai ma mère a refusé, par exemple, que j'aille à l'enterrement de mon grand-père. Moi, j'étais prête à y aller. Et, voilà, elle a dit, bon, enfin, par cousin interposé, etc. Elle a dit, ben non, je veux pas qu'elle vienne, donc je me suis pas imposée. J'ai plus du tout de nouvelles d'elle. J'ai plus de nouvelles de ses enfants à lui. Mes grands-parents, du coup, mon grand-père est décédé et ma grand-mère, j'ai pas de nouvelles. Et donc, ils sont restés sur leur position. Et pareil, ça remet beaucoup de choses en cause si jamais ils me croyaient. Donc, Ouais. c'est peut-être plus simple. Oui, oui, c'est ça. C'est la solution de la facilité. Mm. Hum, je voudrais savoir maintenant comment toi, tu as raconté les choses à ton fils. Il avait quel âge quand tu lui as raconté je sais plus. Euh, il était assez petit quand j'ai porté plainte. Il avait 4 5 ans quand j'ai porté plainte. D'accord. J'en ai Justement, à 4 5 ans, quels mots tu utilises pour raconter ça? euh, des mots simples, des mots plutôt de douleur, c'est-à-dire que voilà, un tel m'a fait du mal quand j'étais petite, et du coup, aujourd'hui, j'ai demandé à la police de m'aider parce que je suis toujours triste et du coup, j'avais besoin d'aide et voilà, et d'avancer avec des mots très simples. À la fois, c'est bien parce qu'il a compris qu'il y avait un problème. Mhm. À la fois, petit à petit, quand il grandit, ben, j'ai dû un peu trouver les mots le plus juste possible et c'est pas forcément évident. Parce Et qu'il finalement, il te re-questionnait à vouloir savoir, avoir plus de détails sur qu'est-ce qui s'est passé exactement. au début, quand il était petit, non. Il prenait un peu ce que je lui disais pour argent comptant, donc ça allait plutôt bien. Mais par contre, il y a une petite période à la préadolescence. Donc même après le procès, hein, mais il savait que j'étais voilà, que j'étais en froid avec ma mère. Donc, et parfois, quand on se disputait, il prenait un peu ça pour, comme moyen de douleur. Les enfants sont... Voilà, il me lançait quelques pics, genre, ah ben même ta mère t'aime pas, ou des choses comme ça. Donc voilà, ça tape là où ça fait mal. Mais donc à un moment donné... il avait 10 ans et 10 11 ans. J'ai été obligée de clairement dire ce qui s'était passé avec des mots, enfin, avec les mots les plus justes possibles pour qu'ils comprennent qu'en fait, c'est pas un simple, on s'est disputé, quoi. C'est pas un simple, il m'a fait un peu mal, c'est ce qu'il a fait, c'est, voilà, c'est un crime
Et on ne peut pas jouer là-dessus. Bah, à partir de ce moment-là, il a arrêté, hein. Il a pas, Ouais. il s'est plus servi de ça. Il a très très bien compris que c'était très très grave ce qui m'était arrivé. Et voilà, après on a évolué et puis on a aussi grandi ensemble. J'ai essayé d'utiliser le langage le plus juste possible. Et je pense que c'était important de lui en parler dès que possible, quoi. Ouais. Et est-ce que tu l'as sensibilisé vis-à-vis de l'inceste en général? Euh, L'inceste en général, ben, je lui dis que ça pouvait arriver à ses petits copains, que ça pouvait. Je dis, ben, lui, peut-être aussi. Enfin, je veux dire qu'en tout Ou cas, les violences sexuelles sur oui. enfants, hein, je veux dire, Mm, mm. avec un moniteur de colo ou je sais pas. Est-ce que tu Oui, lui as expliqué ben, le consentement, qu'est-ce qu'un délit, qu'est-ce qu'un adulte a le droit ou pas le droit de faire? oui, son rapport au corps, beaucoup. Qui a le droit de le toucher, qui n'a pas le droit. Euh, voilà, que c'est lui qui décide, que c'est son corps à lui. Ça, depuis tout tout petit, on est hyper au clair là-dessus. Et ça m'a paru hyper important. Et lui, et vis-à-vis des autres aussi. Donc, son Ouais. consentement à lui et aussi ceux des autres. Et Oui, ça a jamais posé de problème. Il a toujours hyper bien compris ça et d'accord. c'était plutôt facile pour le coup. Toi, tu l'avais eu quand tu étais petite, cette sensibilisation? Non, Non. Ok. non, non. Je sais que j'ai toujours été hyper pudique et mes parents respectaient pas trop ça, quoi. Eux étaient plutôt voilà, se balader nus et moi déjà ça me dérangeait beaucoup et puis ils respectaient pas ça et moi jamais j'aurais fait ça et puis ils rentraient dans la salle de bain ou quoi, mais même mon père et ma mère, quoi. Enfin, c'était sans dire que c'était problématique, mais en tout cas pour moi ça l'a toujours été, quoi. D'accord. Ok. Et tu sensibilises aussi ton fils vis-à-vis de ce que ses copains peuvent raconter. Tu parlais de l'importance au début de peut-être raconter justement les secrets qui rendent triste. Est-ce que ça, tu l'as fait pareil depuis tout jeune? Mm. Oui, ouais, ouais, de bien tout me raconter, qu'on pouvait tout se dire, lui et moi. Et c'est vachement bien parce que je m'aperçois encore aujourd'hui, alors il est grand, il a 16 ans, mais il se confie beaucoup à moi. Donc, il se confie à moi, ses histoires de cœur, mais aussi ses histoires médicaux, parce que parfois, il y a des endroits où voilà, on n'ose pas trop en parler aux parents. Ben, lui, il m'en parle et ça, je suis vraiment hyper reconnaissante de cette relation qu'on a du coup construite. Ça permet énormément de choses. On se dit, c'est juste pour parler des secrets et tout, mais en fait, ça construit une relation de confiance, quoi. Ouais. Ouais, c'est super d'en arriver là. Tu sais que, ben, en tout cas, lui, ce qui est clair, c'est qu'il sait que tu es là, tu es Mm. présente pour écouter, pour entendre toute expérience qu'il a à dire. Et ça doit être, enfin, toi qui as manqué justement de cette oreille attentive, ça doit être super, voilà, de son côté, de pouvoir compter sur quelqu'un qui est là. Pour moi, c'est le meilleur accomplissement de ma vie, c'est ça, quoi. C'est de voir que mon fils, il est bien, il est heureux, il me fait confiance et ça, c'est génial, quoi. Si j'ai vraiment réussi quelque chose, c'est vraiment ça et j'en suis hyper fière, quoi. Ah bah, tu peux. Vraiment, c'est super. Je voulais savoir, d'une manière un peu plus générale, selon toi, quels seraient les signes qu'on peut trouver chez une petite fille ou un petit garçon qui serait victime d'inceste ou de violence sexuelle? Parce que bon, je mets les deux dans le même panier, si j'ose dire, mais j'imagine que peut-être le repli de l'enfance serait le même. Donc, Oui, 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 je pense qu'effectivement, c'est le même.
Puis d'ailleurs, on parle d'inceste aussi quand c'est par exemple la grand-mère, le grand-père ou l'oncle qui ne voit pas forcément tout le temps, mais les mécanismes sont de toute façon un peu les mêmes et c'est assez dur à dire. J'imagine qu'il y a quand même un repli de l'enfant, des réactions qui sont peut-être pas les mêmes que d'habitude, peut-être moins enjouées, peut-être une pudeur qui n'est pas la même aussi. Donc ça peut être soit un peu exacerbé, ou soit beaucoup plus timide. Donc ça peut être un peu des deux, ça peut être les deux en fonction des enfants. Et je pense que, enfin, aujourd'hui, je serais enseignante, je serais vraiment, je ne saurais pas par où commencer, hein. Vraiment, je pense que c'est hyper compliqué, hein, Mm. C'est pour ça que ça, mais c'est très compliqué à détecter, oui, c'est que ça dépend hmm, vraiment des enfants. Il y en a qui peuvent devenir complètement introvertis, d'autres peut-être complètement extravertis. Enfin, euh, ouais, il n'y a pas hmm, vraiment de, peut-être un changement de comportement à voir, oui, hmm. mais c'est pareil, en entrant dans l'adolescence, est-ce qu'il n'y a pas justement ce changement de comportement? Enfin, bon. Oui, parce que c'est souvent enfin, c'est souvent, non, je sais pas si c'est souvent, mais en tout cas, aux alentours de 10 ans, c'est une période où l'inceste souvent se met en place et c'est la période charnière justement où tout se met en place, les règles pour les filles, enfin, c'est au moment de la préadolescence, on est hyper fragile, hyper vulnérable et c'est aussi souvent ça qui attire les prédateurs. Donc, je dirais voilà, d'être à l'écoute des enfants et de prendre le temps, parce que souvent, enfin, je vois pas à quel moment dans ma scolarité j'aurais pu avoir un moment où j'aurais pu en parler, quoi. Euh, et en même temps, je sais que moi, j'associais vraiment l'école à un moment de tranquillité. J'étais en sécurité, vraiment, à l'école. Et du coup, j'étais normale, quoi. J'étais avec mes copines. Donc, honnêtement, je sais pas si ça aurait pu se voir, quoi. Ouais. Après, j'imagine à ton époque, il n'y avait peut-être pas d'intervention d'extérieur pour expliquer les violences sexuelles sur les enfants, l'inceste, tout ça. Est-ce que ton fils, il a eu ce genre d'intervention et de sensibilisation à l'école? Alors, paradoxalement, j'ai eu, moi, au collège, j'ai eu D'accord. une intervention comme ça. Et d'ailleurs, quand j'ai eu ça, j'ai été hyper mal pendant toute l'intervention, avec une peur viscérale que ça se voit sur mon visage. Qu'à un moment donné, tout le monde se retourne, ils disent elle, ça lui est arrivé, ça se voit, quoi. Ouais. Donc, et d'ailleurs, pendant hyper longtemps, à chaque fois qu'il y avait un élément à la télé ou un truc qui ramenait à ça, à l'inceste, j'étais toujours hyper mal. J'avais vraiment peur que ça se voit sur moi. Mais non, les gens ne voyaient pas. Et pendant toute l'intervention, moi, j'en avais parlé à deux amis, du coup, comme j'explique dans la BD, et je priais pour qu'elles ne disent rien, quoi. Parce que justement, ils expliquaient bien que même si c'est arrivé à une copine et tout, il faut bien le dire, quoi. Enfin, ils expliquaient vraiment cette histoire de secret. Et moi, j'étais là et je me dis, oh là là, mais pitié, pourvu qu'elles disent rien, quoi. Et ça, c'est ce que vraiment tu voulais, qu'elle ne dise rien? Est-ce que ça t'aurait pas soulagé à ce moment-là, justement, d'en parler avec ces personnes-là? Alors, sur le moment, j'aurais tout donné pour qu'elles disent rien et je pense que j'aurais peut-être même démenti si on m'avait posé des questions. D'accord. C'est vraiment paradoxal parce que en même temps, j'avais ma mère avec qui j'étais tellement proche et enfin, j'aurais rien fait qui aurait pu mettre en péril cette relation, quoi. Enfin, c'était mon pilier, je vivais pour elle. Donc, s'il fallait endosser tout ce que j'endossais, ben, je le faisais et c'était pas de gaieté de cœur, mais c'était le jeu, quoi. Elle m'avait demandé de subir ça
Et je le faisais, quoi. Et du coup, l'idée même de m'enlever ma mère, c'était impensable, quoi. Ouais. Avec le recul, oui, ça aurait été un pansement à enlever, ça aurait été hyper dur. Et ça m'aurait peut-être permis de me reconstruire plus tôt, quoi. Mais est-ce que si c'est imposé, est-ce que si c'est imposé, c'est bien vécu? Je sais pas. Parce que j'ai aussi pas mal voilà, alors d'amis ou souvent c'est peut-être parfois des belles-mères qui disent, oui, mais est-ce que je dois emmener mon enfant, enfin, oui, il faut faire des choses, mais en même temps, il faut que l'enfant soit quand même consentant. C'est vraiment compliqué, hein. Je suis contente limite d'être dans ma position parce que j'aurais pas aimé être un adulte à mon époque qui savait quoi. Après, ne rien faire, c'est aussi c'est être complice, hein, mais vraiment, c'est compliqué. C'est des histoires qui sont toujours compliquées. Ouais. Mais en tout cas, j'espérais vraiment que qu'ils parlent pas, quoi. Ouais. Ce qui est bizarre, hein, mais... Bah, je comprends, vu tu, ta relation avec ta mère était beaucoup plus importante à ce moment-là pour toi. Tu voulais absolument pas risquer ça. Mm. On n'a pas les mêmes priorités quand on est enfant. Ah, bah, ça, c'est clair. Mm. Ah oui, je voulais parler de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, Mm. qui est née, je crois, l'année dernière. Et il y a quand même beaucoup de choses qui sont arrivées, des hashtags, des associations que tu répertories à la fin de ta BD. Donc, il y a la Civise, il y a énormément d'institutions qui se mettent en place pour libérer la parole là-dessus. Euh, J'imagine que ça te fait plaisir, enfin, ça va dans le bon sens. Est-ce que tu Mm. as quelque chose à dire là-dessus? C'est à la fois, je suis hyper contente que ça avance. Et, euh, et à la fois, je me rends compte que c'est pas tant de faire parler les gens qui est important, c'est aussi les écouter. Je m'aperçois que les gens à qui c'est arrivé, enfants, ados, adultes, même plus tard, on en parle. Alors on en parle à des amis, on en parle à ses parents, on en parle à des psys, mais on en parle en fait. Et à un moment donné, il va falloir se poser la question d'écouter et d'apprendre aux gens à écouter et d'apprendre à la justice à écouter. Parce que pour l'instant, on est toujours, au final, en France, on est toujours à 1% de, de condamnés pour viol, quoi. 1%, enfin, c'est rien. C'est comme si la France ne reconnaissait pas les viols et encore, enfin, le fait qu'il y ait la prescription pour l'inceste, bah, c'est impensable, quoi. Et encore, moi, j'ai eu de la chance parce qu'il a reconnu quelques faits qui étaient prescrits, mais il suffit juste que la personne dise non, ça s'est pas passé et il se passe rien de plus, quoi. Et ça c'est inadmissible. Donc ça me met très en colère. Donc c'est bien d'écouter, c'est bien de répertorier la parole des gens, de dire qu'il faut parler, mais ça doit marcher dans les deux sens, quoi. Il faut parler, mais il faut écouter. Oui. Après, il y a aussi un gros, euh, je ne sais pas comment le dire, mais un gros chamboulement à faire au niveau de la justice qui est très, très marqué par l'affaire des enfants qui ont menti, l'affaire Outreau. L'affaire Outreau, ouais. Et ouais, j'ai l'impression que ça s'est énormément durci depuis. Du coup, Oui. on en arrive à un chiffre qui est hallucinant. Je ne le connaissais pas, le 1% de condamnation. Je trouve ça juste hallucinant. Mais c'est vrai que dans la plupart des cas, quand en plus ça date de très très longtemps, c'est souvent parole contre parole. Et Évidemment. là, euh, enfin, comment on peut, comment l'issue se fait, quoi. Mm. C'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai que depuis Outreau, alors paradoxalement, ils ont quand même reconnu que les enfants n'avaient pas menti. Donc, les enfants ont bien eu des violences, seulement ben, on ne sait pas trop par qui, quoi. Donc c'est un peu ça qui est un peu compliqué. Mais quand on se souvient de l'affaire, on se souvient que c'est des enfants qui ont menti.
Oui, c'est Ce qui vrai. est assez horrible parce C'est vrai. que... J'ai fait une réduction vraiment pas sympa Mais du tout. Je suis désolée. Mais ah non, tu as mais totalement raison. Oui, oui. tout le monde, c'est vraiment ce qui ressort dans l'affaire, hein, d'ailleurs. Et Ouais. puis, ça a été traité pour que ça soit comme ça. Mais enfin, ça commence à dater. Et la justice, ce serait bien qu'elle se mette un peu à En la fait, ils ont page. menti sur certains adultes, mais les adultes proches, les parents, je sais plus qui d'autre, ils n'ont pas menti là-dessus. Mm. Et ils ont gagné par rapport à ça. Donc, Mm. oui, c'est Donc, vrai, tu as raison de le préciser. et au final, enfin, cette affaire-là qui a été hyper médiatisée et très, très maltraitée par la justice par tout ça. Au final, on a quand même des enfants qui ont été maltraités et il n'y a pas de réponse à ça, quoi. Donc, en plus, on s'en sert pour aujourd'hui, dire que les enfants mentent, alors que on ment pas là-dessus, en fait. Enfin, le pourcentage de mensonges, il est tellement anecdotique que ça ne rentre pas en cause. Enfin, un enfant va jamais dire un tel m'a demandé de toucher son zizi. Enfin, il peut pas l'inventer, quoi. Enfin, donc c'est ridicule et ça n'a pas de sens. Mais j'entends que plus le temps passe et plus c'est difficile, oui, de porter plainte et comment la justice peut reconnaître ses victimes avec en plus des coupables qui reconnaissent peu ou pas. Ouais, Mm. ouais, effectivement, c'est parole contre parole, c'est compliqué. C'est des sujets qui sont compliqués. Il y a des pays où à partir du moment où un adulte vient porter plainte pour ce genre de fait-là, des années et des années plus tard, elle prend vraiment en compte la parole. Je crois que c'est au Canada où ils ont un peu une inversion des faits où en France, faut démontrer qu'on a subi des violences. Alors que dans certains pays, par exemple les États-Unis, où c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il faut prouver que tu n'as pas fait les faits, quoi. Et au Canada, ils sont plutôt comme nous, sauf dans ce genre de cas où c'est inversé, où du coup c'est plutôt à l'accusé de prouver qu'il l'a pas fait, quoi. Parce qu'en fait, porter plainte une fois adulte, dans ces cas-là, c'est tellement compliqué. La famille se met toujours à dos ou quasiment toujours. Pourquoi on irait mentir là-dessus, quoi? Enfin, quel est l'intérêt vraiment? Donc, il y en a pas, quoi. Enfin, à part te détruire un peu plus. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens de mentir là-dessus. Ouais, Donc je ça, voilà, certains pays, voilà, ont peut-être un début de solution. Je sais pas si c'est 100% bien, hein, mais comprends. c'est compliqué. Mais non, néanmoins, c'est important de faire ce que tu as fait, de porter plainte tout de même, parce que déjà, c'est bête à dire, mais ça rentre dans les stats. Et Mm, plus ça rentre dans les stats, plus ça devient aussi important, et plus on peut espérer des changements mm, sur justement l'écoute des victimes dont tu parlais, la prise en charge, la prévention mm. et la justice. Ouais. Il y a vraiment à faire à tout niveau, quoi. Et puis, moi, je le faisais aussi, effectivement, pour potentiellement d'autres victimes. J'en sais rien, quoi. Après, un pervers, enfin, un pédophile, bon, c'est rarement aussi que sur une personne. Voilà, ça met toujours une pierre à l'édifice, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais justement enfin, à toutes ces personnes qui n'osent pas trop en parler, peut-être qu'ils sont dans ta situation, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu leur dirais? Je me garderais bien de donner des conseils. Euh, euh, En fait, je leur dirais de faire comme ils peuvent. Et ça, c'est hyper important. Euh, Parce qu'en fait, on a tellement une faible estime de soi, on est tellement au plus mal avec ce qui nous est arrivé que, franchement, chaque jour qui se lève et où tu es encore en vie, c'est déjà une victoire, quoi. Donc,
si ne serait-ce que ça, tu arrives à rester en vie, si tu arrives à avoir trouvé un conjoint avec qui ça se passe bien, tu arrives à avoir des enfants, une maternité ou une paternité à peu près normale, d'avoir des amis, de pouvoir sortir, boire une bière, de rigoler, c'est déjà une énorme victoire, quoi. Donc maintenant, si tout ça, ça peut créer des armes et une force qui peut aider à aller plus loin, c'est bien, il faut le faire. Euh, mais, euh, mais voilà, les gens qui le font pas, je comprends à 1 million %, quoi. Vraiment, voilà, faire comme on peut et avoir beaucoup d'indulgence envers, envers ces personnes-là. Ouais, je comprends. Euh, Toi, aujourd'hui, alors, il y a une question que j'ai oublié de te poser tout à l'heure vis-à-vis de ton fils. Quand tu t'es mise en relation avec quelqu'un, c'était entre les deux procès, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur ou même avant ça, avant de rencontrer cette personne, tu t'es dit, je vais me mettre avec personne parce que je veux pas prendre le risque que ce que j'ai vécu se reproduise avec mon fils. Est-ce qu'il y a un moment, cette peur qui t'a traversée? Même avant, avec son père, quand j'étais encore avec son père, alors Mhm. c'est quelque chose qui ne part jamais de la tête. Donc sans dire que c'est une question de confiance ou qu'aujourd'hui j'y pense plus, aujourd'hui je reste vigilante avec toutes ces relations. Euh, Avec toutes les relations, moi mais après je reste vigilante pour moi, pour lui, c'est-à-dire que mon conjoint il se lève, je me réveille. C'est pas possible qu'il se lève sans que je me réveille. Je suis en hypervigilance tout le temps. C'est inconscient hein, parce que Mhm. je lui fais 100% confiance. Mais dans ma tête, il y a un petit truc qui me dit, t'es sûr à 99,99999%, il n'y a aucun problème. Mais il y a une petite, toute petite partie de moi qui me dit, mais jamais n'arrive au 100%. Parce que c'est important en fait. Et avec personne. Avec son père, avec mon conjoint, ça pourrait très bien être mon père s'il y va en vacances ou quoi que ce soit, mais ça reste une possibilité. Et c'est trop fréquent aujourd'hui, on le voit, un enfant sur 10, c'est trop fréquent pour dire que non, ça n'arrivera jamais, jamais dans notre famille, c'est pas possible. Donc je reste vigilante. Oui. Et est-ce que c'est ça qui te cause encore des cauchemars ou qui te fait garder une petite angoisse au fond de toi? Je sais pas. Les cauchemars, c'est essentiellement sur ma mère, en fait. Donc c'est ça qui m'a le plus marqué dans cette histoire. Je pense qu'une agression sexuelle, on peut s'en remettre plus ou moins facilement, mais quand c'est pris en charge rapidement, euh, avec des thérapies, avec voilà, beaucoup d'entraide, beaucoup de soins, beaucoup de temps, de l'écoute énormément, mais on s'en remet de ça. Par contre, de l'abandon de sa mère, je sais pas si on s'en remet, en fait. Et le fait qu'elle m'ait tourné dos, c'est ça aujourd'hui qui me fait le plus mal. Que l'agression, je m'en suis remise, je suis loin, je suis adulte, je m'en suis remise de ça. Ouais. Mais de l'abandon de ma mère, je pense que je m'en remettrai jamais. Ouais, c'est encore récent aussi. Mm. Est-ce que tu continues justement la thérapie pour travailler là-dessus? Parce que ça ne peut que te faire du bien si ça prend trop d'ampleur, notamment avec des cauchemars et tout, que ça te réveille, que tu t'en perds de qualité de sommeil. Non, je continue pas la thérapie depuis, ça doit faire à peu près 5 ans que j'ai arrêté. Mais je reste quand même en contact avec ma thérapeute. Ça peut m'arriver de l'appeler ponctuellement pour des questions ou pour me rassurer.
Aujourd'hui, j'en ressens beaucoup moins le besoin et même si j'ai des cauchemars de temps en temps, ça reste, voilà, ça reste de temps en temps et j'arrive à avoir une vie totalement normale à côté et heureuse et joyeuse, quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Ok. C'est vrai que c'est par rapport à une personne qui n'a pas vécu de traumatisme comme ça peut paraître un peu difficile à vivre des cauchemars réguliers, une angoisse et tout. Mais c'est vrai que par rapport à d'où toi tu es parti, ben voilà, Mm, c'est quand même beaucoup mieux. Et tu le disais, tu as atteint le bonheur. Est-ce que mm, mm. aujourd'hui c'est toujours le cas? Oui, ouais, ouais, et encore plus parce que, enfin, je suis au top top. J'ai vraiment un fils parfait. Et, un conjoint qui me soutient et qui est lui aussi au plus proche. On forme vraiment tous les trois un super trio vraiment chaleureux. Je vais me marier dans 6 mois. Je Oh, suis... félicitations, je savais pas. Merci. Vraiment, je suis sur la bonne pente et voilà, chaque jour est une victoire et avec des beaux projets à venir, avec cette BD qui me permet de vraiment transformer toute cette histoire en quelque chose de positif, quelque chose qui va, j'espère, vraiment aider les gens et les gens qui n'ont pas connu ça, ben, de leur dire, ben voilà, ça peut arriver à n'importe qui, soyez vigilants. Et si ça peut aussi aider ceux qui ont connu ça à se dire que voilà, l'escalier, il est grand, mais une fois qu'on est là-haut, c'est beau, quoi. Donc, n'hésitez pas à monter chaque marche et si moi je peux vous tenir un peu la main aussi, ben venez me parler et on gravira quelques marches ensemble. Ça, j'ai adoré cette métaphore de l'escalier parce que c'est ça, en fait, la stratégie des petits pas pour atteindre son objectif. Et donc, ouais, c'est très parlant. Et je pense que ouais, tu parlais d'utilité de ta BD. Je pense que, comme disait Andrea Bescon, que ce serait vraiment d'une utilité publique de le mettre bah, dans toutes les bibliothèques d'école, de collège, de lycée, parce que il y a énormément d'informations et à la fois de portes à ouvrir. Tu vois, tu t'en parles à des amis, t'en parles, tu vas voir des professionnels qui sont pas forcément aidants, mais bon, faut changer pour trouver le bon professionnel. Euh, enfin, voilà, il y a énormément de ressources, je trouve. Et aussi se préparer aux bonnes et aux mauvaises réactions. Et ça, Mm, c'est aussi super important parce que, comme tu le disais, à un moment, tu le disais, ça t'a remis comme un coup de massue, quoi. C'était pire que, mm. euh, que l'acte en lui-même. Il me semble que tu Oui, avais mis ça. tout à fait. Alors, comment tu vois l'avenir vis-à-vis de ton métier d'illustratrice, autrice? Est-ce que tu as d'autres projets en cours? Euh, J'espère pouvoir bientôt bosser sur mes dessins à plein temps. Ça, ce serait vraiment une chouette chose. Et puis, oui, j'ai un projet que j'aimerais bien concrétiser, pas sur 2022, mais qui sortirait probablement en 2023, euh, sur un autre pan que j'ai cité un peu dans la BD, mais j'aimerais vraiment revenir là-dessus parce que je pense que c'est important aussi, c'est la stérilité où moi, ben voilà, suite à la naissance de mon fils, je peux plus avoir d'enfant et il commence à jouer et commence à jouer encore ben, sur mon regard de femme et par rapport à la société qui est quand même qui est un poids très très lourd pour les femmes là-dessus et je pense qu'il y a moyen aussi voilà, de partager un peu mon expérience là-dessus et de revenir là-dessus. Ce sera pas une BD chronologique Ouais, comme j'ai pu le faire, mais voilà, j'ai envie de revenir un peu là-dessus. ouais. C'est vrai qu'il y a matière à dire là-dessus, Mm, effectivement, avec bah, la question du deuxième enfant, la pression sociale.
Et puis, le fait que... Enfin, ces jugements non sollicités, quoi, ou les conseils non sollicités. Carrément. Écoute, je te remercie énormément de m'avoir accordé ce temps, d'avoir répondu à mes questions et surtout de reparler de tout ça à mon micro, d'aider aussi toutes les personnes qui écouteront. Voilà. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Je voulais te remercier chaleureusement parce que voilà, c'est pas tous les jours aussi qu'on me donne la parole merci parce que ça me permet de préciser un peu des choses de la BD et puis de revenir là-dessus et si ça peut aider, je suis bien contente. Un grand merci Sam pour la confiance que tu m'accordes et ta participation. Je suis sûre que ta BD et ton intervention ont contribué à libérer encore plus la parole. Quant à vous, auditeuristes, je ne peux que vous conseiller la BD de Sam qui est C'est mon petit doigt qui me l'a dit, disponible dans toutes les librairies et aussi à remporter dans un concours Instagram que j'ai lancé. Merci de votre fidélité. Si vous pensez que cet épisode peut aider, que ce soit un adulte ou un enfant, partagez-le sans modération. Un commentaire et une note 5 étoiles me fait toujours plaisir et c'est utile pour ressortir parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà. Et j'adore lire vos remarques et suggestions dans les commentaires Apple. Merci beaucoup et à très vite.